Merci Madame Caron, merci Monsieur Payot, merci à Forum pour la démocratie à la ville de Lausanne d'avoir organisé cette soirée et d'avoir confié la mission de guider cette table ronde. Donc, moi-même, je suis Olivier Meubly, historien, en effet collaborateur de statistiques Vaud. Pourquoi suis-je ici? Pour deux raisons. C'est vrai que je travaille beaucoup sur la démocratie directe, sur son histoire en particulier. Et à côté, je travaille aussi dans le cadre de Statistiques Vaud sur une étude qui sortira d'ici un mois ou deux, je pense, sur une sorte d'état de la situation, l'état de la question en matière de ces évolutions de la démocratie et de ce qu'on appelle la démocratie participative. Ce n'est pas trois ouvrages scientifiques, la littérature est pléthorique sur ces différentes questions depuis une dizaine d'années. C'est plutôt autour de la question, avec une focale, bien sûr, sur la Suisse et notre canton, sur ce qui se fait, sur ce qui s'entreprend, à la fois dans les cadres procéduraux classiques et puis en dehors également. Cette étude aussi abordera donc les grandes questions, enfin, aussi montrons ce que rappelait M. Payot, c'est que la démocratie évolue tout le temps, le débat sur la démocratie fait partie de la démocratie, et c'est nécessaire pour justement réfléchir sur l'évolution de ce que doit être une démocratie qui fonctionne et en phase avec la société. Et dans cette étude, nous avons l'occasion de montrer toutes les réflexions qui, depuis quand même quelques années, animent ce débat sur la démocratie dite représentative, qui est aussi une composante de notre système, avec ces grandes réformes largement discutées et débattues, tant dans les milieux scientifiques que dans la société, tirage au sort, les deuxièmes chambres pour les systèmes bicaméraux, etc. Sur la démocratie directe elle-même, alors actuellement, on en parle moins au type de réforme. Il y a des débats certes importants, faut-il une justice constitutionnelle au niveau suisse qui puisse valider ou invalider, par exemple, une initiative populaire. En revanche, il y a encore quelques années, il y avait passablement de discussions sur des réformes possibles, sur le système de référendum, alternatif, sélectif, des questions un peu techniques, mais qui montraient que, en effet, ces outils du XIXe siècle étaient toujours soumis au débat et la réflexion n'était jamais fermée sur la possibilité d'évolution. Et puis, bien sûr, le troisième chapitre de cette étude, ce sera sur la démocratie participative, largement pratiquée et de plus en plus pratiquée, y compris en Suisse, sous différentes formes, également dans le cadre de la vie administrative des villes et du canton, et avec une extension aussi sur les nouvelles formes d'expression à travers les mouvements citoyens tels qu'ils se développent eux aussi, sur la base d'une longue histoire et avec de nouveaux débouchés aujourd'hui. Voilà, c'était le cas de cette étude, et c'est aussi sur cette base-là qu'on va pouvoir discuter sur ces différentes questions, et je suis heureux de vous présenter la liste des participants. Pour la grève du climat, Mme Leï Dessier, excusez-moi. Pour Extinction Rébellion, Mme Alice Bottarelli. Pour le Conseil des jeunes, M. Alexander Omoukou. Pour la transition citoyenne, M. Timothée Crépnon. Et pour le Mont Citoyen, M. Jean-Pierre Moser. Pour lancer la discussion, quelques questions bien sûr préparées à l'attention des participants à cette table ronde, avant bien sûr de vous donner la parole, et j'espère que la discussion avec vous sera très dense. Alors pour lancer la discussion, une question que je pose à tous les participants: quelle conception, en définitive, avez-vous de la démocratie, et comment en imaginez-vous la meilleure traduction concrète possible? Alors je pensais tout d'abord à la question à M. Omoukou, qui représente un petit peu, je dirais, non pas l'officialité, mais enfin le système, je dirais, le plus proche de la vie classique, entre guillemets, de la démocratie telle que nous la connaissons et la pratiquons. Alors commencez peut-être par vous, peut-être cette fonction un peu de proximité par rapport à l'institutionnel, votre point de vue, et après on pourra aborder la même question avec les représentants de mouvements qui se veulent, qui s'affichent en dehors de ces cadres procéduraux classiques. Ça fonctionne? Ok. Tout d'abord, j'aimerais juste vous remercier pour l'invitation. C'est toujours un plaisir pour le Conseil de jeunes de Lausanne de participer à ce genre d'événement, et surtout que la thématique de savoir quelles sont les différentes formes de démocratie, c'est une thématique qui nous intéresse. Alors, moi, pour ma part, c'est clair que la démocratie doit s'incarner dans un monde où on peut avoir un impact
impact à n'importe quel niveau, indépendamment de nos niveaux sociaux, d'éducation et bien sûr de nos horizons. Et pour moi, c'est clair que le système politique en Suisse, c'est ce qui se rapproche au plus de ma conception de la démocratie, c'est-à-dire qu'on peut, nous citoyens, avoir un impact en faisant des propositions d'initiatives au niveau fédéral, cantonal, communal, on peut s'engager dans des parlements locaux et c'est assez accessible. Et je dirais que d'autant plus que nous, on peut également contester des lois qui sont en discussion et qui sont mises en pratique. Et ça, c'est quand même un instrument qui est assez, je dirais, unique dans le monde. Et on voit bien que dans d'autres pays qui n'ont pas ces instruments-là, il y a beaucoup plus de tensions sociales. Maintenant, c'est clair que la Suisse, on a tous ces instruments, disons politiques, mais néanmoins, je pense qu'il y a des améliorations que nous, on peut mettre en œuvre pour mieux intégrer les personnes qui n'utilisent pas ces outils politiques. La première chose pour moi qu'on devrait faire, c'est déjà d'intégrer les jeunes, parce que voilà, je veux dire, c'est pas un secret, on a bien vu à travers les votations des élections fédérales que les jeunes, ce sont la classe de la population, la tranche d'âge, qui vote le moins dans ces moments-là. Et vraiment, je crois que pour nous, le défi, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut mieux les intégrer. Et forcément, peut-être que ça peut passer par des moyens qui sont peut-être moins conventionnels. Ça peut être par le biais de manifestations ou, je dirais, de la manière la moins institutionnelle pour nous, le Conseil de jeunes de Lausanne, où on a des membres âgés entre 13 et 25 ans qui ne sont pas représentés forcément dans les partis politiques. Et je dirais que voilà, le grand défi, la manière d'améliorer notre démocratie, c'est d'intégrer les jeunes et forcément il faudra avoir une discussion sur comment est-ce qu'on peut améliorer ces outils. Merci. Madame Bessier, vous avez la parole. Également, je vous remercie de votre invitation parce que c'est vrai que ça fait plaisir de voir que la grève du climat est invitée aussi pour parler de sujets finalement autres que le climat. Alors, je vais parler de mon avis, on va dire, personnel sur le sujet, mais je sais que c'est des choses qui sont aussi partagées par d'autres membres de la grève du climat, notamment la section vaudoise. Pour moi, je pense que la démocratie, c'est vraiment quand des personnes qui sont directement touchées par un problème ont le pouvoir décisionnel d'agir sur ce problème. C'est vrai que nous, on parle souvent, généralement, dans le mouvement des questions d'assemblée populaire, de donner vraiment le pouvoir, on va dire, voilà, de réflexion aux gens qui sont concernés, que les gens puissent exprimer leur opinion, réfléchir à des solutions et s'impliquer finalement vraiment dans leur vie quotidienne. On a aussi exploré d'autres thématiques autour de la démocratie. Pendant notre candidature au Conseil d'État en début d'année, on avait tiré au sort en fait la personne qui représenterait le mouvement. Et c'est vrai qu'on pense souvent, c'est vrai que c'est des questions qui nous animent aussi, de dire voilà, quels sont les pouvoirs qu'on a, est-ce qu'on agit vraiment dans la démocratie, en dehors des institutions, où est-ce qu'on se place, comment on arrive à combiner certains outils, à la fois dans le système, et peut-être, vous dira-t-on, hors du système institutionnel. Et voilà. Merci, Monsieur Crépenon. Bonsoir, également merci pour cette invitation. Je représente ce soir la liste Transition Citoyenne Vaud, qui est une liste qu'on a lancée avec un collectif de 7 personnes pour les élections fédérales de 2019. Et puis l'objectif était de promouvoir le tirage au sort, ce qui était un exercice un peu particulier puisqu'on s'inscrivait dans une politique institutionnelle et qu'on voulait promouvoir le tirage au sort. Pour nous, je vais aussi parler un peu en nom, mais je pense que c'est partagé, notre vision de la démocratie, c'est de l'étendre à la majeure partie de la population. Donc il faut déjà se questionner sur qui est citoyen. Vous savez qu'en Suisse, on exclut déjà 25% de la population par le fait qu'elle est étrangère, en tout cas au niveau fédéral. Et puis les personnes mineures, alors, on voit qu'il y a un mouvement en direction d'une réduction de l'âge pour avoir des droits démocratiques chez les jeunes. Ce qui nous paraissait important, on a fait un constat en fait en lançant cette liste, c'est qu'il y avait des biais énormes de non-représentativité du Parlement, de la population dans le Parlement. Et puis on s'est dit qu'une stratégie intéressante, ça pourrait passer par ce tirage au sort. Et puis on en a un exemple ici ce soir, on aurait dû à l'origine être 5 hommes à venir présenter, puis ça faisait un petit peu brouillon d'avoir 5 hommes qui viennent parler de démocratie, et puis on a réussi finalement à avoir 2 personnes qui nous accompagnent, et on s'en réjouit. Donc tout ça pour vous dire qu'on aimerait avoir un accès égalitaire à la démocratie, et puis que cet accès soit réel, indépendamment de la classe sociale, de la religion,
du statut, du niveau socio-économique, etc. Merci. Madame Bottarelli. Je continue aussi les remerciements pour l'invitation. Donc, je représente Extinction Rebellion ce soir et je suis ravie que Extinction Rebellion puisse avoir un dialogue institutionnel, pour le coup, dans une manifestation autorisée avec les autorités politiques et puis avec les citoyens et citoyennes. La troisième revendication d'Extinction Rebellion, c'est celle justement des assemblées citoyennes. On est aussi assez rayonné par l'urgence climatique, ce qui fait qu'on estime que les politiques actuelles sont trop lentes. Même un référendum ou une initiative prennent plusieurs années, souvent pour être ensuite voté, et la proportion de réussite est très faible en fait. Donc on estime que s'engager en politique implique un temps trop long par rapport à l'échéance qui nous est donnée de réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière drastique. Et pour ça, on demande aussi, comme vous, on a un peu les mêmes idéaux d'une démocratie plus participative, plus représentative de vraiment qui est le peuple, en termes d'âge, de classe sociale, d'ethnie, de milieu socioculturel, de genre, etc. Et puis, donc l'Assemblée citoyenne qu'on demande ne serait évidemment pas mise en place par Extinction Rebellion, mais par les politiques. Donc on demande que les politiques prennent cet outil, non pas seulement pour quelque chose qui peut les ennuyer, mais comme quelque chose qui va les aider et nous aider à être plus rapide pour répondre à la question de l'urgence climatique, et puis qui serait basé aussi sur un tirage au sort et sur la base d'un volontariat, évidemment. Donc les gens seraient tirés au sort, mais devraient être enthousiastes à l'idée de participer à la chose, sur une base aussi salariée. Les détails seraient évidemment à voir au fur et à mesure avec des gens formés pour ça, mais ce qu'on désire, c'est des assemblées citoyennes où il y a un système de facilitation où tout le monde est amené à prendre la parole, et notamment, je remercie aussi la remarque sur la présence des femmes, parce qu'un article du Temps, il y a 2 jours, mentionnait que les femmes préfèrent une politique du dialogue plutôt qu'une politique de la contestation, et donc se sentent pas forcément incluses dans les procédés actuels institutionnels. Donc l'Assemblée citoyenne permettrait d'élargir à un plus grand public aussi. Merci, Monsieur Moser. Bonsoir à tous. J'aimerais à mon tour aussi vous remercier pour l'invitation. Vous avez appelé le Mont Citoyen. Le Mont Citoyen est, avant d'être un parti politique, puisque nous sommes parti politique au Mont-sur-Lausanne, nous avons un représentant à l'exécutif et 15 représentants sur 65 au législatif de la commune du Mont. Mais avant d'être un parti politique, nous sommes une association à but non lucratif dont les buts sont de favoriser le développement d'une démocratie participative qui sert l'intérêt général, et nous nous reposons sur 3 piliers principaux au niveau de notre action. La démocratie, précisément, les aspects d'écologie et de solidarité. La façon dont nous fonctionnons, c'est que nous nous nourrissons des attentes de la population, en plus de nos attentes et de nos envies propres, et nous nous engageons à porter les projets qui sont chers à la population, et d'essayer de les transcrire dans des actions politiques au niveau institutionnel. Alors, comment est-ce que nous y sommes pris? L'association a été créée en 2015, donc une année, quelques mois avant les élections de février 2016, qui ont été les premières élections où dans la commune du Mont il y a eu des partis politiques. Et donc nous avons organisé un forum citoyen où nous avons réuni la population et leur avons demandé quels sont les sujets que vous souhaitez voir développer, porter pendant la première législature, donc la législature 2016-2021, et on a construit notre programme avec nos envies, en plus des éléments qui viennent de la population. Un autre pilier, c'est que la démocratie traditionnelle, les interventions de la population auprès des autorités n'ont souvent pas apporté les réponses que la population attendait, et de nombreuses personnes sont venues vers nous, vers le Mont Citoyen, nous ont dit voilà, on a cette problématique-là qui nous tient à cœur, qui n'a pas trouvé écho auprès des autorités,
Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour nous aider? Et pour autant que, que la demande, la thématique soit en ligne avec nos différentes nos différents piliers du programme, on se saisit de la problématique et soit on l'apporte nous-mêmes ou on apporte une aide logistique aux personnes qui nous ont sollicité. On essaye d'aller vers une réalisation de débloquer des sujets qui étaient bloqués au préalable. Donc, comme vous pouvez le voir, on est à la fois dans l'institutionnel, mais aussi à l'extérieur, et on a cette capacité intéressante d'être en lien avec la population, que la population vienne vers nous avec des thématiques qui doivent être développées, et ensuite de les porter jusqu'à la réalisation au niveau institutionnel. Merci. Dans le temps, bon, il y a 2 jours, il y a un peu plus, quelques jours, le 18 septembre, il était demandé à Balthazar Gleckli, qui est le président du Parti écologiste suisse, et c'est une propre relation avec les mouvements que justement vous présentez, Yann et M. Crétenant, il demandait les mouvements pro-climatiques, comprennent-ils les institutions? Et Gleckli concluait sa réponse par une formulation assez forte, assez violente, j'imagine que vous l'avez vu. Or, nous ne pouvons pas résoudre la crise climatique en faisant fi de la démocratie. Alors, je vous renvoie à la question, malgré vos prises de position que vous venez de formuler à l'instant, est-ce que vous pensez que M. Gleckli a raison? Et est-ce que vous faites fi de la démocratie? Est-ce que, en d'autres termes, est-ce que les méthodes que vous préconisez sont-elles réellement en phase avec une vie démocratique, pas seulement avec les idéaux démocratiques que vous avez proclamés, mais également avec la vie démocratique d'une société pluraliste? Merci de lancer. Je rebondis volontiers, et puis je remercie David Payot d'avoir souligné plus tôt que la désobéissance civile est aussi une forme démocratique, en fait. Enfin, c'est aussi une manière de faire parler le peuple. Dans désobéissance civile, il y a civil. Et puis j'ai pris avec moi du David Thoreau pour le souligner aussi. Enfin, c'est quelque chose qui a une longue tradition, et puis qui est aussi un outil pour se faire entendre sur la place publique. Donc du coup, ce qu'on défend est évidemment aussi une forme de démocratie qui souligne aussi le fait que la démocratie représentative telle qu'elle existe aujourd'hui en Suisse n'est pas tellement représentative de la population réelle, en fait. Et donc, du coup, bien sûr que allier une forme de dialogue avec l'institution telle qu'elle existe aujourd'hui est un passage nécessaire, et puis essayer d'échafauder d'autres manières de discuter en commun semble un horizon d'attente idéal pour Extinction Rebellion, pour vraiment implémenter les besoins des générations futures, de la jeunesse et du peuple en général. Ben, je rejoins parfaitement Madame Bottarelli sur ce qu'elle vient de dire. Je pense aussi que toutes les actions qu'on fait font partie de la démocratie et de ce que font finalement les citoyens. Et je dirais que si la question avait été est-ce que ces mouvements climatiques font fi des institutions, personnellement je ne pense pas. Je pense qu'on a une certaine relation avec les institutions. Alors c'est vrai qu'on est en dehors, mais des fois on est aussi plus ou moins dedans, on a des discussions. Et je pense que justement, on apprend aussi à utiliser ces outils d'une façon qu'on pense être raisonnable si nécessaire. Oui, je pense que le terme démocratie, c'est un mot qui est tellement vague qui mériterait d'être précisé. Donc quand on dit est-ce qu'on fait fi de la démocratie, peut-être d'un type de sa conception de la démocratie, ça fait penser à la notion de développement durable, on ne sait plus très bien de quoi on parle. Comme l'a dit M. Payot, il y a différentes formes d'exercer la démocratie. Et puis, typiquement, à travers le tirage au sort, on a envie de réduire ces biais qui sont massifs. Nous, les constats qu'on a fait lorsqu'on a lancé la liste, on avait typiquement 133 députés sur 246 de trop par rapport au niveau d'études, c'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup trop d'universitaires. Si on compare aux personnes qui ont terminé l'école obligatoire ou qui ont fait un apprentissage, ça c'est un exemple parmi d'autres. On a évidemment une surreprésentation des hommes, on a une surreprésentation des professions liées à la banque, à la finance. On a aussi bien évidemment des biais liés à la capacité à mobiliser de l'argent.
Et donc je pense que ce n'est pas nier la démocratie institutionnelle telle qu'elle existe de faire ce genre de proposition, mais on peut faire un constat d'échec. J'ai vu aujourd'hui qu'on se réjouissait qu'il y ait 37% des citoyens qui se soient déjà rendus aux urnes. C'est absolument magnifique, alors qu'on a les votations dimanche. Donc on peut faire ce constat d'échec et puis se dire, bon, bah, ça ne fonctionne pas très bien, est-ce qu'on ne peut pas essayer quelque chose de différent? Je me permets de poursuivre la réflexion de Balthazar Glecki, qui se fait lui aussi un peu plus concret par rapport aux reproches qu'il adresse à ces mouvements souvent liés à l'écologie. Alors, il salue évidemment que vos actions lui ont indirectement apporté beaucoup de voix lors des dernières élections fédérales, mais il reprend un thème qui a été effleuré, vous parlez de la lenteur dont vous accusez la démocratie entre guillemets classique d'être porteuse. Vous avez l'exemple de la loi sur le CO2, où, semble-t-il, des représentants d'Extinction Rebellion, je crois que c'est le mouvement qui est directement visé, menacent de s'associer à un référendum contre cette loi. Alors, vous voulez aller beaucoup plus vite parce que le système est trop lent à vos yeux, et puis en même temps, si ce référendum aboutit, alors non seulement vous allez ralentir, mais le bloquer carrément pour un bon bout de temps, en donnant le crédit à ceux qui s'y opposent. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, malgré tout, qui peut aussi poser de vrais problèmes démocratiques, alors, malgré tout? Alors, du coup, j'imagine que c'est... Je ne veux pas non plus prendre la parole. Non, mais on va élargir après. Directement par rapport à cette loi CO2, elle est pour nous pas du tout assez radicale par rapport à ce que demandent les scientifiques du GIEC. Alors à un moment donné, est-ce qu'on écoute les faits et la science par rapport aux décisions rapides à prendre ou pas? Dans tous les cas, cette loi CO2 ne satisfait pas ces exigences-là et ne nous permettrait même sans doute pas vraiment de rentrer dans les accords de Paris que nous avons signés. Par ailleurs, il est noté dans la Constitution suisse que la Suisse veut protéger sa population sur un temps durable, et ce qu'elle ne peut pas faire actuellement dans la mesure où en Suisse on a 2 fois plus de hausse de température que dans le reste du monde. En moyenne on est déjà à plus 2 degrés alors qu'ailleurs on est à plus 1,1 degré en moyenne. Donc on est des très très mauvais élèves en termes écologiques. Tout ça c'est juste pour poser les têtes. Maintenant par rapport directement à la question des institutions, si j'ai bien compris votre question, c'est la question de la lenteur. En fait. Oui, vous risquez malgré tout. Certes, on entend vos arguments contre la loi, mais si le référendum l'emportait, eh bien, tout serait remis sur la table et ça prendrait encore plus de temps. D'où les assemblées citoyennes qui ont déjà existé partout dans plusieurs endroits du monde, notamment très récemment en France, la Convention citoyenne pour le climat, et qui a donné un certain nombre de revendications qui sont tout à fait plausibles et assez intéressantes. L'avantage de l'assemblée citoyenne par rapport à ça, c'est qu'elle est reconnue par le peuple comme étant assez légitime. Et je vous conseille cet ouvrage que je suis en train de lire au début, mais qui mentionne le contraste entre une plus grande légitimité du côté des assemblées participatives avec un grand nombre de monde et une plus grande efficacité du côté de systèmes on va dire plus décisifs, plus dictatoriaux parfois. Donc la dictature étant le côté le plus efficace, l'assemblée participative avec tout le monde qui s'exprime étant le côté plus lent mais plus légitime. Et si on a des gens qui sont représentatifs de la population et qui sont amenés par un processus de quelques mois à prendre des décisions rapides en étant formés par des experts et des expertes, en étant écoutés en petite table ronde, en fait, il se trouve que ces gens ne sont pas bêtes et proposent des décisions assez concrètes, peuvent être directement liées aux besoins immédiats de la situation telle qu'elle est localement. Et donc, du coup, avec un tel système qui serait une assemblée citoyenne contraignante, soit pour les parlementaires, soit pour l'exécutif, à voir après comment ça peut s'inscrire dans le tableau au niveau des institutions déjà existantes, et ben on s'aperçoit que ce genre de composition, on va dire, de ce qu'on appelle des mini-publics, en fait, peuvent proposer très rapidement des solutions assez concrètes et légitimes. Alors, monsieur Moukou, quand on entend ces prises de position, cette demande de radicalité plus intense dans l'acte et l'action démocratique, est-ce qu'on pourrait craindre que des institutions telles que celles que vous représentez ne sont pas déjà dépassées par les événements? Est-ce qu'elles ont encore un droit de citer alors que les problèmes se multiplient et que les formes d'action se diversifient également? Et en d'autres termes, quel est l'impact réel? Est-ce qu'il ne faudrait pas carrément passer, ce que disait M. Crétenant, à un abaissement de l'âge du droit de vote plutôt que d'associer
vous allez avoir une sorte de sas intermédiaire entre le jeune qui s'intéresse à la politique et la vie politique concrète, entre guillemets, adulte. Disons que mon engagement au sein du Conseil de jeunes de Lausanne m'a permis de découvrir comment fonctionnaient également nos institutions de manière actuelle. Parce qu'il faut comprendre que nous, au Conseil de jeunes de Lausanne, on est indépendant, on est des jeunes entre 13 et 25 ans, et puis notre force d'action, entre guillemets, c'est une force d'action qui nous est donnée de nos institutions par la ville. On a un budget de 100 000 francs pour mettre en place des projets pour des jeunes qu'on peut mettre en place directement. Et on a aussi reçu le mandat d'organiser une fête citoyenne pour les jeunes de 18 ans. Donc on a ce mandat-là d'organiser ces événements-là. Mais je dirais que, en guillemets, on a le privilège de voir comment fonctionnent nos institutions. Il y a une proposition qui est mise sur pied, et je dois dire que malgré, on peut constater qu'il y a des mouvements qui veuillent qu'on mette en place des propositions de manière radicale, de manière très vite, et c'est souvent des revendications qui sont tout à fait plausibles. Néanmoins, il ne faut pas oublier le fait qu'on a un système qui fait que même au niveau fédéral, imaginons qu'on ait une loi qui va dans le sens de l'écologie des objectifs du GIEC, cette loi doit être appliquée par des cantons. Les cantons, les représentants des cantons sont élus par le peuple. Donc forcément, il ne faut pas oublier qu'il faut, je dirais, une force politique en place pour mettre en place ces décisions qui, par ailleurs, doivent être appliquées au niveau communal. Donc forcément, je pense que c'est bien, il ne faut juste pas oublier que si on veut appliquer des propositions de manière concrète, il faut aussi une organisation pour l'appliquer. Et donc, moi, ma vision des choses, c'est si on veut vraiment mettre en place ces propositions, il faut avoir une forme d'exercice du pouvoir. Et cette forme d'exercice du pouvoir, les personnes, enfin, les organisations qui sont les plus organisées pour faire, ce sont les partis politiques. Et donc, moi, en ayant fait ce constat, j'ai décidé par la suite de m'engager dans un parti politique au conseil communal, où je siège actuellement à Épalinges. Et je constate vraiment que même au niveau local, c'est pas forcément évident de se mettre d'accord sur des propositions et autres. Vous avez des gens qui ont des intérêts qui ne sont pas le même que vous, et puis des gens qui viennent des environnements qui ne sont pas le même que le vôtre. Et donc je dirais que une chose qu'on devrait forcément essayer de mettre en place et se l'appliquer à tous, à chacun, c'est vraiment développer cet esprit critique et surtout cette ouverture au dialogue. Parce que moi je reste quand même convaincu qu'il est tout à fait possible de mettre en place des propositions radicales, vite, mais à travers le dialogue. Et j'en veux pour preuve, j'avais aussi siégé à la commission de jeunes du canton de Vaud, qui est un parlement de jeunes cantonal, et tous les 2 ans, ils organisent une session cantonale des jeunes qui réunit une centaine de jeunes de tout le canton pour discuter des thématiques qui sont en lien avec l'environnement, des thématiques qui touchent à la mobilité et autres, pendant 2 jours, et forcément, on les réunit dans des espèces de groupes de travail, et puis forcément, ce sont des gens qui viennent de perspectives différentes, mais en 2 jours, ils arrivent quand même à se mettre d'accord autour d'une proposition. Alors certes, au début, c'est pas facile, parce qu'on a des convictions qui sont très fortes, et puis on veut d'une certaine manière, imposer l'autre, mais avec le temps, avec le dialogue, on se rend compte que, d'autant plus qu'avec le dialogue, on arrive à se mettre d'accord autour d'une proposition, et une fois qu'on fait voter cette proposition, je dirais qu'elle a plus de légitimité, parce qu'elle est passée à travers ce processus de dialogue, de compromis, et qui fait que ces décisions à ce moment-là ont plus de légitimité, et je dirais qu'ont plus d'impact. Donc, je pense que nos institutions, elles sont là pour rester. Maintenant, la question, c'est de savoir comment intégrer ces institutions de manière efficace auprès de la population. Pour moi, ça passe aussi par une forme d'éducation civique qu'il faut qu'il se passe au travers de l'école, mais je pense qu'on aura plus de temps après pour en discuter. Vous avez lâché le mode de parti politique. Moi-même, il se trouve que tous mes travaux, j'ai souvent travaillé sur l'histoire des partis politiques, que les partis naissent, meurent, ceci est la loi de la vie, aucun parti n'a un droit à une sorte d'éternité. Mais chaque fois qu'un parti apparaît, c'est un peu le même discours que vous proposez, M. Moser, c'est de faire différemment des autres. Parce que chacun se considère toujours plus proche de la réalité de la population que les autres. En réalité, jusqu'à maintenant, à tout le moins, malgré tout, les partis finissent toujours par travailler comme des partis politiques, dans le cadre que
résumait et rappelait M. Obuku. Alors, véritablement, en quoi vous pouvez vous targuer d'être à la fois in et out, et est-ce que tout compte fait, vous n'êtes pas malgré tout un parti comme les autres, condamné, entre guillemets, à ce dialogue avec d'autres formes partisanes, à votre gauche, à votre droite, au-dessus, au-dessous, peu importe, mais une vie de parti, quoi. Alors, il est certain qu'en étant un parti politique, en étant un parti politique, on doit arriver à créer des majorités sur des sujets, sur des thèmes, sur des lois, et que des fois on doit accepter une loi qui est peut-être pas la loi qu'on aurait souhaité, mais qui est une loi qui est le fruit d'un compromis. Des fois, il vaut mieux un mauvais compromis que pas de loi du tout. Nous, on essaye de faire de la politique. De la politique autrement, on est en dehors dans le sens où on s'est rendu compte que certaines fois, selon la voie traditionnelle, la voie institutionnelle, on n'arrive pas à faire passer des thèmes, des sujets, des idées, et que en faisant des manifestations non autorisées, en faisant des actions coup de poing, on obtient des résultats qu'on n'a pas réussi à obtenir auparavant par la voie traditionnelle. Donc je pense que c'est dans cet aspect-là, dans le fait qu'on n'a pas de tabou, on n'a pas de dogme, on n'hésite pas à occuper une rue. Par exemple, j'ai moi-même mené une action pour le 30 à l'heure à la route des Martines au Mont-sur-Lausanne. C'est un sujet qui a été amené par la population, qui a toujours été refusé par les autorités. On a réuni la population et on leur a demandé comment voulez-vous qu'on aborde ce problème du 30 à l'heure pour lequel il y a manifestement un blocage. Ils nous ont dit, mais il faut faire une manifestation, il faut occuper la route, il faut créer des panneaux 30 à l'heure, il faut faire un samedi matin une action où les voitures ne peuvent plus passer, où on leur distribue des tracts, on leur explique pourquoi il y a besoin d'avoir une zone 30 à l'heure. Je dirais qu'un parti politique traditionnel ne fait pas une manifestation non autorisée qui occupe la voie publique et tout ça, parce qu'on est dans le respect de l'ordre, de la légalité, de la loi. Donc, nous, on n'hésite pas, notre mouvement est tout à fait au soutien de certaines de ces actions où on sort de la légalité, parce que c'est le seul moyen d'obtenir un résultat. Madame Dessier, est-ce que des mouvements comme le vôtre, malgré tout, ne risquent pas de casser plutôt le dialogue dont on a rappelé que c'est le seul moyen pour arriver à des solutions qui doivent passer, hélas, peut-être hélas d'ailleurs, par des compromis, et que sans compromis, on risque quand même de sortir des voies démocratiques. Alors est-ce que le dialogue le débouche peut jaillir de tels mouvements? Alors, au contraire, oui, je pense que c'est plutôt justement avec ce genre d'opération ou de mouvement qu'on arrive à ouvrir un dialogue, poser des thématiques et justement créer un débat qui n'était pas là auparavant. Donc, je pense justement que c'est un moyen de permettre la discussion avec des institutions qui, auparavant, ne souhaitaient pas avoir des discussions sur ces thématiques-là. Juste mettre une petite correction sur le sujet du référendum et de la CO2 qui a été parlé avant. Je ne peux pas m'exprimer directement à l'heure actuelle sur la question de est-ce qu'il y aura de notre part un référendum ou autre. Et je tiens à dire qu'il n'y a jamais eu sur la table l'idée de s'associer au comité référendaire de l'UE, entre deux UDC. Non, ça va, justement que c'était Alexandre Rébellion auquel Adelaide faisait allusion. Alors là aussi, il y a... Ce qu'il a entendu, peut-être. Voilà, alors là aussi, il n'y a pas encore de proposition ni de consensus, mais par ailleurs, je voulais aussi abonder dans ton sens parce que c'était assez intéressant de voir à Berne ce qui se passait pendant cette semaine. En fait, dans le camp, il y avait énormément de dialogue. En fait, on s'est vraiment organisé. Alors justement, il n'y avait pas du tout qu'Extinction Rebellion sur la place. C'était Rise Up for Change, donc la semaine d'action était organisée aussi
par la grève du climat, par Greenpeace, par Collective Environment. Mais c'était un dialogue entre vous. Pas seulement, il y a aussi des parlementaires qui ont osé descendre de la coupole et discuter avec nous, qui sont venus faire des discours, qui sont entrés vraiment en dialogue, soit de 1 à 1, soit devant le groupe. Donc ça s'est vraiment fait de manière le plus, disons, participative possible. Est-ce que vous avez aussi rencontré des parlementaires des partis qui ne sont pas forcément d'accord avec vous? Oui, bien sûr. Alors après, très souvent, c'était difficile de les faire qui ne contournent pas le camp. On leur a fait une belle allée centrale pour leur dire mais venez seulement rejoindre nous. C'est plutôt eux qui évitaient le dialogue que l'inverse. Et on est allé, Anaïs Tilquin qui a été à l'émission Forum face à Philippe Dantermont l'autre jour, et aussi aller interviewer le patron de Swiss Oil, qui se trouve être un de nos chers parlementaires UDC, et qui était sur le coin à ce moment-là, donc l'interview a été filmée. Monsieur Crétement, vous avez le tirage au sort comme emblème. Alors évidemment, je vais poser une question classique, vous avez entendu 1000 fois, mais je crois que c'est nécessaire de la poser ici aussi, que vous puissiez prendre position par rapport à cela. Alors c'est vrai que les techniques de tirage au sort se sont diablement sophistiquées au fil du temps, avec cette expérience récente de mini public qu'évoquait Mme Bottarelli, mais il n'empêche qu'au fondement du tirage au sort, même si on essaie de le traficoter par-ci par-là, en introduisant d'autres paramètres qui corrigeraient, donc c'est déjà, ils sont plus dans le sort parce qu'on corrige les choses par la grâce de l'algorithme. Est-ce que malgré tout, le reproche qui vous est souvent adressé de néanmoins confier le destin de la cité au hasard, et puis alors quitte de gros à trafiquer le hasard, ce qui pourrait poser d'autres problèmes sur l'essence même de votre idéal, qui est le tirage au sort pour contourner les voies parlementaires? Je ne suis pas sûr d'avoir compris dans quelle mesure on trafiquerait la... C'est un mot volontairement grossi et caricaturé, mais on passe des publics, des systèmes d'algorithmes pour justement assurer qu'il n'y ait pas, comme vous le disiez, pas trop d'universitaires, pas trop d'hommes, pas trop de femmes, que ce soit une image la plus, une photographie quasiment de la société. Il y a aujourd'hui des systèmes d'algorithmes assez sophistiqués, en Valais, ils utilisent par exemple, comme vous savez, aussi bien que moi j'imagine. Alors, mais donc je relève malgré tout la question suivante, c'est que est-ce que d'une part, le tirage au sort, ce n'est pas confier le destin au hasard, et puis alors, si on doit corriger le tirage au sort pour introduire ces divers paramètres, est-ce qu'on est encore dans le tirage au sort qui était votre idéal premier? Oui, alors, par rapport à notre expérience de promouvoir le tirage au sort, et puis effectivement, dans cette politique institutionnelle, il y avait énormément de contradictions. Et puis on s'est rendu compte que on peut tirer au sort, et puis finalement, ça peut être les mêmes personnes qui acceptent de se présenter, parce qu'en fait, elles ont un capital social, culturel, et puis elles sont plus à même de représenter la population. Ça, c'est la première chose dont on s'est rendu compte. Maintenant, on n'avait pas une idée totalement définitive sur la manière dont ça pourrait fonctionner avec la politique en place. On imaginait que ça pourrait être une part du Conseil national, une des deux chambres qui fonctionnerait avec le tirage au sort, et puis confier au hasard, j'ai envie de dire, derrière ce hasard, en fait, il y a des citoyens, il y a des personnes qui ont des envies, qui ont des idées, et comme l'a dit ma collègue avant, on se rend compte dans ces assemblées citoyennes que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, on a à Berne des personnes qui sont super professionnelles, qui savent, alors elles savent se prononcer sur tout, mais on ne sait pas très bien parfois sur quoi c'est basé. En fait, on a des personnes qui peuvent venir de la société civile, et si, bien évidemment, elles ont cette capacité de débattre, mais bien évidemment aussi en ayant des formes d'input qui peuvent venir de la recherche académique, qui peuvent venir de différents horizons, elles ont une capacité à se positionner, et d'une façon, ça c'est assez intéressant, beaucoup plus posée et nuancée que ce qu'on peut voir, notamment à Berne. J'ai encore bien sûr d'autres questions, mais je vais déjà faire un premier round auprès de l'assistance. Est-ce que les gens auraient déjà une intervention, une question maintenant? Un capot. Je me présente. Non, je pense que ça devrait aller avec la voix, ça devrait être bon. Moi j'ai une question. En vous entendant, j'ai un peu l'impression qu'on fait un retour en arrière. Je vois beaucoup de jeunes sur la scène, globalement, ce qui est plutôt bien. Mais globalement, j'ai l'impression qu'on revient avant la Constitution vaudoise, entre autres, avec la question du Conseil général, où tout le monde peut y aller, c'est une vraie assemblée citoyenne. La question de l'âge intervient quand même, c'est vrai.
la question peut-être des personnes d'origine étrangère, mais néanmoins, à vous entendre, j'ai un peu l'impression que vous proposez la Landsgemeinde, le retour. Et puis la deuxième question me fait poser, est-ce qu'il y a un niveau de démocratie participative le plus petit et le plus grand? C'est-à-dire à quel moment, évidemment, on est limité dans la taille de ce que vous proposez, puisque la Landsgemeinde est parfois difficile à Lausanne, je dirais. Qui se lance pour répliquer? Ceux qui ont connu le Conseil général? Aucun, a priori, mais... Monsieur Mougou, un peu secrètement. Alors, en tout cas, moi c'est pas une revendication de créer un espèce de conseil général. J'imagine un conseil général au niveau de Lausanne, ça serait un peu compliqué à gérer au niveau du temps de parole, du nombre de propositions qui seraient amenées sur la table. Mais justement, moi, ce que je constate, au contraire, c'est que même avec les niveaux d'implication qu'on a aujourd'hui, vous avez quand même pas mal de communes qui n'arrivent pas à trouver du personnel politique, qui n'arrivent pas à trouver des gens qui ont envie de s'engager en tant que municipaux, même au niveau des conseils communaux. C'est pas un secret, moi, dans ma commune, pratiquement tous les partis ont épuisé leur liste de viennent ensuite, parce qu'il y a forcément à un moment donné des gens qui déménagent dans une autre commune, qui ont peut-être d'autres opportunités de vie qui les amènent à quitter leur commune. Et donc ça, c'est un défi actuel qui existe et qui néanmoins, faut peut-être se rappeler. Je veux dire, c'est un engagement qui prend du temps, qui n'est pas évident pour tout le monde, et c'est vrai que on doit peut-être mettre en place un système où n'importe qui pourrait venir dans un conseil général, même au niveau de certains conseils généraux. Le nombre de participants qui viennent à ces assemblées-là ne sont pas, c'est pas des grands nombres qui viennent à ces assemblées. Donc, en tout cas, moi, je ne ferai pas la proposition qu'on revienne au niveau d'Alex de Maïtel. Secrètement. Je veux bien rebondir là-dessus aussi. Donc, encore une fois, on peut imaginer un système mixte. Et puis, évidemment, dans l'idée d'un tirage au sort, ça ne viendrait pas tout seul. Je pense qu'il faudrait réfléchir aussi dans quel contexte ça s'inscrit. Je pense notamment à la place des médias. On est quand même dans une situation en Suisse d'une concentration de plus en plus forte des médias, donc il faudrait qu'on ait des médias politisés et qui soient massivement soutenus. Ça, c'est la première chose. Je pense également au fait qu'il faudrait avoir du temps pour que ces personnes puissent réfléchir à la politique et qu'elles puissent s'investir. C'est pas quelque chose. Si on a un désintérêt aussi grand, je pense que c'est aussi en partie par faute de temps. Donc ça demanderait de réfléchir aussi un petit peu à la question du travail salarié. Je pense aussi qu'il faudrait avoir une formation en citoyenneté réelle. En fait, vous le savez peut-être, dans le cursus scolaire, la citoyenneté, ça n'a quasiment aucune valeur. On l'intègre avec la géographie, et puis on vous dit, faites un petit peu de citoyenneté, il n'y a pas de suivi réel. Il y a assez peu, je pense, ou assez rarement de projets d'établissement. C'est porté principalement par des initiatives individuelles des enseignants, mais on n'a pas vraiment une ligne où on dit maintenant on a envie d'avoir des élèves qui vont devenir de futurs citoyens actifs. On leur montre plutôt que la politique, c'est quelque chose de vieux, un petit peu embêtant, et puis ça, je peux comprendre que ça les motive pas spécialement. Donc je pense qu'il faudrait vraiment revoir aussi cette façon, le contexte dans lequel ça s'inscrit, et puis vraiment donner envie de s'engager. Donc ça passe par avoir plus de temps, être bien formé, et puis d'être bien informé. Je me permets de profiter de votre petite seconde, je vous poserai la question après, de profiter de ce que vous avez dit sur la citoyenneté pour, si vous me permettez, de faire un coup de pub. Mercredi soir prochain, à la salle du conseil communal, avec mon collègue Dominique Levanger, nous organiserons un grand débat sur la question de l'enseignement, du rôle des médias, de l'enseignement, de l'école, face à la citoyenneté, avec des politiciens de différents partis politiques pour aborder ces questions-là. Vous pouvez terminer. Dans le prolongement de la question qui a été posée, là je me tourne vers vous, mesdames. Sur un point, je précise ma question. Vous avez beaucoup parlé de ces assemblées populaires, assemblées citoyennes, à l'image de ce qui était fait en France, mais malgré tout, comment on peut en tirer des décisions? Parce que c'est ça quand même la force, à mes yeux, du système parlementaire mixé avec la démocratie directe en Suisse, c'est qu'on aboutit par des procédures claires à des décisions qui peuvent être appliquées, plus ou moins bien, après quand le débat est relancé. En revanche, quand je vous autorise pas, quand j'examine moi-même ces systèmes d'assemblée populaire,
ça paraît beaucoup plus oiseux, ou en tout cas plus aléatoire quant au résultat final. Pas forcément, mais alors c'est vrai que ça pose des problèmes techniques, ce qui est intéressant, notamment en Suisse spécifiquement autour de la question des langues. Si on a une assemblée citoyenne à l'échelle nationale, comme on fait simplement pour se comprendre dans des petits groupes, est-ce qu'on peut mettre en place un système de traduction? À mon avis, oui, bien sûr, vu que ça se fait déjà au Parlement, mais tout le monde ne parle pas forcément très bien même les 3 langues, si on inclut aussi des étrangers, etc. Donc il y a un certain nombre de problèmes techniques, c'est sûr. Néanmoins, l'idée du processus, c'est qu'on élit cette assemblée, enfin, tire au sort ou on choisit sur la base d'une représentativité ces assemblées citoyennes pour répondre à une question spécifique. Après quoi, elle est discute. Donc en l'occurrence, comment résoudre l'urgence climatique ou comment mettre à zéro les gaz à effet de serre d'ici 2030, par exemple. Et puis ensuite, il faut être très clair sur quel est l'objectif de cette assemblée citoyenne, combien de mesures elle est amenée à prendre, comment ces mesures seront intégrées soit à la loi, soit ensuite revotées, soit ensuite votées par les chambres, ou sous forme d'initiative ou de référendum. Enfin, il y a plusieurs modalités. Ensuite, pour implémenter ces mesures, ce qui est important, c'est que ce soit clair dès le départ pour le mini-public, quel est son mandat, en fait. Ensuite, de médiatiser également ce processus-là pour que la population continue de soutenir et de trouver légitime ce mini-public, et que les débats donc, du coup, soient potentiellement filmés, diffusés, encouragés, etc. Et puis ensuite, c'est un processus qui se fait en plusieurs étapes. Il y a d'abord une formation de ce mini-public autour des questions sensibles, en fait, qui leur apprennent auprès desquels il leur raconte de se positionner. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, il y a des experts et des expertes, climatologues, météorologues, de la biodiversité, etc., qui viennent présenter le problème tel qu'il est, avec potentiellement des positions contradictoires aussi parmi ces experts, pour qu'on n'ait pas une information biaisée. Éventuellement aussi des lobbyistes, mais qui du coup apparaîtraient de manière transparente, pas comme ça se fait actuellement au Parlement dans la salle des paternes. Et puis, suite à cette présentation, d'abord, il y a un système de formation des gens pour qu'ils puissent s'emparer de la question en toute connaissance de cause. Après, il y a différentes étapes de débat où on répartit les gens en plus petits groupes, où ces petits groupes sont amenés à discuter ensemble pour faire des propositions. Ce processus est suivi à la fois par des facilitateurs et facilitatrices pour s'assurer que la prise de parole tourne, mais également éventuellement par des juristes qui sont capables de transformer directement ces propositions éventuellement en texte de loi. Donc il y a toute une armature, on va dire, technique là autour, où il y a des gens qui peuvent amener des compétences auprès de ce mini-public pour amener ensuite à des propositions qui sont implémentables directement. Merci. Monsieur Lopez. Oui. En fait, ce que j'entends aussi, je rejoins la parole, mais peut-être sur un autre angle, c'est qu'on repart de la démocratie. Ce que vous venez de décrire, c'est le travail d'une commission. Il y a des experts qui viennent à leur avis, il y a des juristes qui mettent en place. Donc, en fait, j'aimerais que vous m'expliquiez aux autres de me dire comment est-ce que vous pouvez garantir déjà que dans votre mouvement, vous avez une représentation totale de la population. Parce que vous parlez tous de gens volontaires, même pour le tirage au sort. Donc, fondamentalement, c'est des gens qui ont déjà un intérêt, comme dans la politique actuelle, ils ont déjà un intérêt pour s'engager. La même chose aussi pour intégrer pour faire accepter par le peuple. L'autre question, vous devez passer par un processus démocratique également. Vous dites oui, on veut faire casser cette loi sur la CO2 parce qu'elle ne va pas assez loin, on va aller plus vite. Mais en cassant cette loi, on revient encore en arrière. Donc on est obligé d'être tenu par le processus démocratique. Et donc je ne comprends vraiment pas cette idée de pouvoir le passer par la droite ou par la gauche pour aller plus rapidement. Donc pour moi, en fait, on revient à la démocratie actuelle. Peut-être qu'on peut l'améliorer par des formations. Et là, je rejoins totalement M. Crépin et M. Moukou. Il y a peut-être d'autres voies à explorer que cette rupture, vouloir tout casser parce qu'au final, on revient à un même résultat. Alors, je vous remercie mille fois pour cette question parce qu'elle me permet de préciser il ne s'agit pas du tout que ce soit les membres d'Extinction Rebellion qui soient dans cette assemblée. Au contraire, on aimerait bien que ce soit... Enfin, déjà, il est important que ce ne soit pas nous qui l'organisions, que ce soit les institutions en place qui mettent ce processus en route. Ça, c'est évident. Et puis, si possible, même qu'on ne soit pas dedans. Enfin, on ne demande pas, on n'estime pas du tout être représentatif de la population, ça c'est sûr. Est-ce que je précise, mais tout ce que vous dites, c'est des gens qui ont un intérêt. Donc cet intérêt, en fait, revient à la même chose que la politique actuelle, parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à participer à ce genre de choses. Donc, il aura un intérêt comme un politicien a un intérêt dans un parti. Donc, en même temps, ma question, c'est quelle est vraiment la réelle différence, la plus-value que vous proposez, en sachant qu'il faut de l'intérêt des personnes. Et donc, on comprend mieux.
c'est un biais, effectivement, dans le sens où on peut pas, si on fait, ça a été fait en France, hein, ils ont appelé un certain nombre de personnes, puis il y a une petite proportion de ces gens qui a effectivement accepté de participer. Donc après, il a fallu recalculer pour que ce soit effectivement une population représentative de nouveau en termes d'âge, etc. D'où le fait que c'est important que ces gens soient salariés durant le processus. Et puis la question de l'intérêt à participer, évidemment, je suis bien d'accord que c'est un biais. Et puis, parce que si on prend des gens qui ne sont pas intéressés à participer au départ, eh ben, ils vont risquer de saboter le processus. Donc c'est certain. Okay. Néanmoins, les politiques actuelles ont des intérêts qui sont aussi du fait de lobby, de centres d'intérêt dans lesquels ils sont. On voit que énormément de nos parlementaires sont aussi dans des conseils d'administration, doivent se faire réélire, ce qui ne serait pas le cas d'une assemblée citoyenne. Et ça, c'est un biais qui implique un énorme court-termisme. Donc, si prendre des politiques, mettre en place des politiques austères, ça aide pas à être réélu ensuite. Donc ça, c'est pas du tout un biais que subit l'Assemblée citoyenne. Et puis, par rapport à la représentation de la population, il y a effectivement la question de gens plus jeunes qui seraient dans la commission, si on peut le considérer ainsi, de femmes, de gens qui ne sont pas déjà des financiers ou déjà des gens qui ont un certain parcours politique derrière. Merci. Pardon, on peut dire sur ces questions-là, M. Kalish? Oui, très court. Relativement court. D'abord, merci beaucoup pour l'ensemble des réponses qui ont été apportées dans ce débat, tout à fait dénotatives aussi d'un certain état d'esprit, d'un certain rapport à la chose démocratique. Moi, j'aimerais peut-être juste d'abord commencer par un sentiment en tant que spectateur, c'est-à-dire un sorte de scepticisme assez fort quant à la manière dont la modération a été proposée dans ce débat, parce que de mon point de vue, disons, le but d'un modérateur ou d'une modératrice, c'est plutôt que de caricaturer ou grossir les termes que vous avez utilisés des questions, le but était plutôt de l'assouplir, en tout cas d'éclairer davantage le débat. C'est simplement mon sentiment. Maintenant, l'idée, ma question c'était, pour rebondir sur la question du dialogue, parce que ce dont vous avez discuté, Madame Parpo aussi était assez intéressant, sur le fait est-ce qu'il s'agit finalement de recréer une institution qui a déjà eu lieu. Moi j'ai l'impression que, comme le souligne aussi M. Monti, qu'en fait il y a une profonde fatigue démocratique dans la manière dont les institutions fonctionnent, fatigue démocratique qui est celle finalement qui expliquerait le désinvestissement des jeunes dans la vie démocratique. J'emprunte le terme de fatigue démocratique à un auteur qui s'appelle David Van Redbroek, qui a écrit un livre récent qui s'appelle Et votre question peut-être? Ma question arrive, bref. Contre les élections, voilà, c'est le mot, c'est le texte de Redbroek. Ma question c'est dans quelle mesure est-ce que, c'est une question pour M. Moukou peut-être, dans quelle mesure est-ce que précisément les éléments qui ont été évoqués, c'est-à-dire la question du court-termisme, la nécessité de se faire réélire, de la puissance des lobbies, on évoquait Albert Röschny, qui est en même temps aussi président de Swiss Oil, et qui finalement peut-être, on est très proche, qui a un trafic d'influence ici, étant parlementaire et président d'une association qui promeut les énergies fossiles. Dans quelle mesure est-ce que ce n'est pas un peu problématique que nous sommes dans des décisions à un niveau démocratique soi-disant, ou au contraire ne pas être influencé par quelque chose? Dans quelle mesure est-ce que le court-termisme ou les lobbies ne serait pas l'une des explications de l'impossibilité de ce dialogue ou d'aller vite dans les institutions, vite face à des questions comme, alors on a l'urgence climatique évidemment, mais on a aussi d'autres choses comme la réaction de la justice sociale par exemple. Est-ce qu'au sein même du fonctionnement de l'institution, il n'y a pas déjà des processus d'auto-ralentissement finalement? Il s'agirait d'abord de rendre transparent afin d'avoir véritablement un rapport démocratique. C'est une question assez intéressante, mais après, disons que moi, je dirais, si je vise plutôt qu'à grossir plus tard, revenir peut-être un élément plus petit par rapport à cette question-là, je pense que, au cas pensé que le mien, je ne pense pas qu'il y ait des questions d'intérêt de lobby qui rentrent en jeu. Je ne pense pas qu'il y ait des lobbies qui entrent en jeu pour savoir est-ce qu'il faut renouveler des collecteurs d'eau ou non. Disons qu'au niveau local, les questions sont, je dirais, beaucoup plus pratiques, plutôt beaucoup plus claires. Mais malgré tout, on voit quand même que dans ces situations de prise de décision pour des questions pratiques, il y a un désintéressement au niveau de la population de s'engager ou de s'intéresser à ces questions-là. Alors que c'est des questions de tous les jours. De savoir est-ce qu'on va remettre sur pied le rond-point qu'on emprunte tous les jours et puis qu'on a marre, qui est toujours débouchant. C'est comme quelque chose qui nous touche tous les jours et malgré tout, dans ces situations-là, on a un désintéressement. Moi, ce que je dirais que
disons, l'investissement le plus fort qu'on pourrait faire, c'est dans la formation de ce processus politique auprès des jeunes et de le rendre beaucoup plus pratique et de se rendre compte de comment est-ce que ça peut fonctionner. Savoir qu'il y a une navette politique entre le Conseil national et le Conseil des États, d'accord, c'est bien de le savoir, mais je ne pense pas que c'est l'élément primordial qui intéresse un jeune dans une école. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir des discussions sur des sujets de société et d'avoir un espace où il peut donner son avis dans un espace protégé. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont des avis mais qui n'osent pas le dire parce qu'on ne les a pas habitués à cette culture de donner leur avis. Et puis pour moi, l'école, c'est vraiment l'endroit où on réunit tous les gens de toutes les classes sociales différentes. C'est l'occasion, je dirais, le plus fort pour justement engager ces discussions sur ces sujets de société. Mais on a encore cette peur que je trouve malheureuse que certaines personnes pensent que ce n'est pas le rôle de l'école de former en guillemets, les jeunes sur les questions politiques. Moi, je ne suis pas du tout de cet avis-là. Je dirais que c'est le rôle de l'école et qu'on ne devrait pas avoir peur d'avoir ces discussions. L'école, c'est comme des sujets qui nous touchent. Et je pense que si on développait cette culture-là, on développerait déjà cette connaissance politique de ce qui se passe. Il y a encore des gens qui, bon, moi ça m'a frappé, hein, je peux vous le dire, j'ai des amis qui m'ont dit, je ne savais pas qu'on votait, qu'il y avait une votation fédérale le 27 septembre. Enfin, le 27 septembre. Moi, ça me frappe. Et quand je constate qu'il y a déjà ce problème-là, je me dis, attendez, avant de savoir comment est-ce qu'on peut peut-être améliorer nos institutions, est-ce qu'il n'y a peut-être pas un travail de fond qui doit être fait pour déjà se rendre compte, déjà informer les jeunes sur ces moyens d'exercer ces formes politiques. Je veux dire, il y a un outil démocratique que je trouve fascinant, qui les pratiques n'ont jamais utilisé, mais dans les communes, on a le droit d'initiative. On pourrait faire une proposition au niveau communal qui pourrait être mise en œuvre, mais qui n'est jamais utilisée. Et pourtant, en termes de mobilisation de personnes, c'est quelque chose d'énorme. Oui, c'est peut-être 10% de la population, mais c'est quand même un nombre assez petit relativement à ce qu'on doit récolter en termes de signature au niveau cantonal et fédéral. Donc je pense que montrer qu'il y a ces outils qui existent et montrer que voilà, essayer d'utiliser ces outils-là, c'est en les testant, en apprenant qu'on se rend compte de leur efficacité. D'accord. Je pense que ça passe par une éducation aussi. Monsieur Bourzier, rapidement, c'est d'autres questions qui sont en télé. Si vous me permettez, j'aimerais rebondir sur les propos qui viennent d'être dits. C'est vrai qu'on est dans des problématiques extrêmement différentes selon si on se situe au niveau national ou au niveau local, au niveau communal. L'engagement au niveau communal, il est beaucoup plus facilement transcriptible dans des actions concrètes. On est beaucoup moins bloqué par des lobbies, des groupes de pression, etc. Il y a aussi des blocages dans les cercles communaux, mais on arrive par des actions locales. Vous parliez d'une problématique de rond-point dans un quartier, etc. On arrive à mobiliser les personnes, notamment aussi par les associations de quartier qu'on trouve au monde. C'est en agissant au niveau très local. Le quartier, c'est même plus local que simplement la commune. Et là, on a des résultats qui sont absolument époustouflants quand les gens sont vraiment directement, personnellement concernés. On a eu un cas, je vais être très bref, un exemple dans un des quartiers du Mont, où la commune a érigé une barrière entre l'école et un immeuble d'habitation qui, le chemin que prenaient tous les parents, tous les enfants de façon sécurisée pour aller à l'école, a été bloqué par une barrière. Il y a eu une mobilisation locale des habitants du quartier et il y a eu plus de 90% d'adhésion à la demande de retirer cette barrière, et elle a été partiellement retirée. Donc quand on agit avec quelque chose qui touche vraiment les gens de très près dans leur quotidien local, je pense que c'est plus facile d'agir qu'au niveau national, où effectivement il y a beaucoup de forces différentes en jeu. Merci. Monsieur. Oui, bonsoir, Philippe Chomsky, conseiller municipal. Je suis l'un des représentants du monde citoyen ici. Je voulais souligner l'aspect le plus intéressant chez les intervenants, c'est l'inquiétude qu'ils partagent toutes et tous, une certaine inquiétude vis-à-vis
cette grève civique ou cette fatigue démocratique dans les questions. Notre groupe s'est fondé aussi en prenant conscience de cette fatigue-là. Le niveau communal, c'est le niveau où il y a le plus faible taux de participation aux élections. Donc c'est vraiment un niveau un peu abandonné par les politiques. Et cette inquiétude, elle a donné chez nous, dans notre groupe, l'idée de se dire, voilà, plus de participation, alors on va promouvoir la participation citoyenne à travers le groupe politique et puis maintenant à travers les institutions dans lesquelles on est. Ce virus, ou certains pourraient dire cette mode, a été intégré maintenant par tout le monde, tout parti confondu. Et puis, c'est les institutions elles-mêmes qui maintenant font la promotion de démarches participatives. Alors moi-même, j'en ai mis en place, et puis j'avoue que je me suis cassé la figure, comme d'autres collègues. Et puis, tout d'un coup, on se rend compte que là aussi, il y a de nombreux biais, et puis les biais du capital social et culturel, etc., réapparaissent finalement de la même manière comme ils apparaissent dans le cadre des élections des 20%, ou c'est 25%, je crois, de participation à Lausanne. Donc cette inquiétude, elle est là, et puis je pense qu'elle est saine. Moi, j'ai l'impression qu'elle est peu partagée à gauche comme à droite. Il y a eu un très bon documentaire fait par la RTS sur la chaux de fond. Vous avez peut-être vu l'enquête sur la démocratie, le fonctionnement démocratique communal, avec l'exemple de la chaux de fond. À la fin de ce documentaire, il y a eu un débat à table ronde avec une réalité, avec monsieur, l'ancien conseiller fédéral de Martigny, pardon, Couchepin. Bref, gauche-droite, tout le monde, peu importe la couleur politique, s'accordait à dire, mais voyez, comme on est la meilleure démocratie au monde, on est le plus représentatif, la démocratie de milice est la plus représentative de tout. Il y a eu des recherches que vous connaissez peut-être d'un groupe de chercheurs à l'UNIL qui s'occupe de l'Observatoire Sud des élites. Ils ont fait des études comparatives et qui indiquent qu'une certaine dose, alors ça prend le contre-pied des interlocuteurs ici, mais en Autriche par exemple, il y a une professionnalisation bien accrue des parlementaires et finalement les parlementaires autrichiens représentent beaucoup mieux la population dans sa diversité que les parlementaires suisses, qui sont pourtant dits de milice, et puis c'est formidable. Et ça, gauche comme droite, dans ce débat, tout le monde se gargarisait sur la bonne représentativité, alors qu'il y a des recherches très sérieuses qui montrent aussi le contraire, et puis cette fatigue démocratique, disons, les imperfections de la démocratie suisse. Le fait de la mettre en discussion. Okay. Merci, monsieur. Monsieur Lutz. J'ai une question un peu intéressée, donc je prêche ma paroisse peut-être, mais moi j'ai des budgets participatifs pour la ville de Lausanne, et j'ai toujours été étonné quand on parle un peu d'innovation démocratique, de renouveau de la démocratie, de voir que finalement cette notion de budget participatif, elle est née en Amérique du Sud au début, avec souvent une volonté d'émanciper et de permettre aux gens d'avoir plus d'emprise sur l'État, les décisions, pour choisir un peu de l'allocation directement de pourquoi l'État doit investir l'argent public. J'ai toujours trouvé étonnant qu'en Suisse, ce ne soit pas quelque chose de vraiment beaucoup porté par la société civile. Alors on voit que les gens à Lausanne, en tout cas, ont expérimenté, c'est approprie cet outil, mais que ce ne soit pas plus revendiqué et porté, mais décidons démocratiquement de l'allocation de ressources financières, où est-ce que doit être investi l'argent des impôts. Moi j'ai la peine à m'expliquer pourquoi ce n'est pas des choses que vous portez davantage, et je me demandais si vous voyez vous des limites qui vous faisaient fuir cet outil, ou si au contraire c'est juste que ce n'est pas le premier auquel vous aviez pensé. Voilà. Excellence. Au moins, c'est de l'institutionnel qui l'a lancé, c'est ça qui est rassurant. Ou au moins quelqu'un qui propose un nouvel outil. D'autres non. Enfin, ceci, pour proposer une réponse quand même, disons qu'en tout cas, du point de vue d'Extinction Rébellion, c'est certes super, enfin, toutes ces initiatives-là sont très chouettes, et franchement, si on avait pour sûr plusieurs milliers d'années d'existence de l'humanité sur Terre devant nous, je dirais trop bien, mais il faut un changement systémique. Voilà. Donc du coup, c'est génial. C'est juste pas assez du tout par rapport aux enjeux que j'entrevois, mais c'est trop bien, effectivement. Et de la même manière que tout ce qui a été proposé jusque-là, j'ai l'impression qu'on partage en grande partie les mêmes idéaux. C'est juste une question de chrono.
On a parlé d'inquiétude, fatigue, etc. Il y a aussi un grand débat. Est-ce que la démocratie participative, du moins les formes qui sont présentées, est-ce que c'est une continuité naturelle de la démocratie qui est toujours en phase de se redémocratiser régulièrement, ou bien est-elle le reflet au contraire d'une véritable crise de confiance aussi par rapport à l'institution, par rapport à la démocratie telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui? Est-ce que vous parlez de crise climatique, ça on en parle tous les jours, mais de crise de la démocratie représentative, y compris en Suisse, de la démocratie? Si je peux peut-être rebondir sur cette question, moi je pense pas qu'il y ait une vraie réelle crise de confiance vis-à-vis de nos autorités, de nos institutions, tout simplement par le fait que il y a quand même une consultation qui est faite 4 fois par année au niveau des votations fédérales, référendums ou autres, qui nous permettent quand même de donner notre point de vue, quitte à exprimer notre mécontentement vis-à-vis de quelques thématiques qui touchent la société. Donc je dirais pas qu'il y ait une crise de confiance au niveau de nos institutions, puis même au niveau quand j'en discute avec mes amis, à aucun moment est-ce qu'ils disent ouais, j'aime pas le Conseil fédéral, même au contraire, je dirais même qu'au niveau de la crise sanitaire qu'on a vécue, qu'il y a une très grande confiance qui a été faite vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis de notre exécutif, vis-à-vis d'Alain Berset. Je dis beaucoup de jeunes adorent Alain Berset au niveau de sa gestion de la crise sanitaire qu'on a tous vécue. Et donc, pour moi, c'est pas un signe qu'il y a une crise de confiance au niveau de nos institutions. Il y a une crise au niveau de la compréhension de nos institutions et du peu d'espace finalement sécurisé où on peut discuter de ces sujets-là. Je veux dire, maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui n'osent pas donner leur avis sur des opinions parce qu'ils ont peur de se faire rentrer dedans. Je veux dire, ça c'est ce que vous voyez. Enfin, la meilleure façon de voir ça, c'est sur les réseaux sociaux. À chaque fois qu'il y a un avis qui est publié sur les réseaux sociaux, il suffit de regarder les commentaires, et puis je suis assez choqué du niveau de virilité qu'ont certaines personnes vis-à-vis des avis qu'ils ont exprimés. Et je dirais que voilà, je dirais qu'on vit plutôt une crise où on est moins ouvert à l'idée de dialoguer. Pour moi, c'est quelque chose de très dangereux, hein, parce que si on ne dialogue plus, nos institutions ne vont plus fonctionner, il y aura que même des crises sociales. Donc il faut vraiment développer cette culture du dialogue et aussi, de temps en temps, je dirais, valoriser la nuance. Madame Dossier, Monsieur Trétenant, est-ce que vous partagez ce constat relativement optimiste? Peut-être pas entièrement, mais c'est vrai que je vais revenir par exemple sur l'aspect des réseaux sociaux. Je pense aussi qu'il y a un aspect, c'est qu'aujourd'hui on est dans une société qui est peut-être plus éduquée, qui a beaucoup plus d'informations. Alors je rejoins quand même les points sur le fait peut-être qu'il y a besoin de plus d'éducation à agir dans la société, à connaître un peu les pistes qu'on peut employer. Mais j'ai l'impression que aussi peut-être avec toutes les informations qu'on reçoit maintenant où chacun a juste dans sa poche, à toutes les informations qui se passent dans le monde en temps réel, on a peut-être l'impression d'être dépassé en fait et que on ne peut pas vraiment agir sur ce qui se passe et que du coup peut-être que ça braque certaines personnes et que du coup ça crée, je ne sais pas si c'est vraiment une crise, mais en tout cas beaucoup de gens ont cette impression d'être dépassés par ce qui se passe. Monsieur Clément. Alors je ne sais pas si on veut parler de crise, mais 60% d'abstention, ça fait quand même pas rêver, enfin, ça devrait quand même nous secouer, nous faire réagir. Je sais pas, on ne sait pas toutes les raisons qui expliquent ça, mais il y a clairement une partie, c'est de la méfiance. Le jeu politique, il n'incite pas quand même à la confiance, quand on sait que pour des élections fédérales, on va investir des millions de francs dans la campagne, pour le canton de Vaud c'était 2 millions, que les parlementaires ils vont investir de l'argent personnel, de leur propre fortune pour se faire réélire. On sait très bien les inégalités que ça engendre. Quand on voit que ces campagnes politiques à l'extérieur, c'est des slogans qui sont vides de sens, c'est du pur marketing, je ne suis pas certain que ça fasse vraiment rêver une partie importante de la population qui est peut-être un petit peu désillusionnée et qui se dit, bon, à la fois, on propose de temps en temps d'aller voter pour une initiative à un référendum, finalement, il y a des instituts de sondage qui sont là pour nous garantir, en tant que parti, combien on doit investir pour inverser la tendance. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se déplacer jusqu'aux urnes? Et puis, j'ai aussi envie de rebondir parce que, alors, on ne fréquente peut-être pas les mêmes milieux, mais effectivement, moi, je ne comprends pas comment on peut estimer que nos institutions ne sont pas en crise, que notre démocratie n'est pas en crise quand on sait que la moitié de la planète sera invivable d'ici 2100, si on continue comme ça. 2100, si je fais des enfants maintenant, ils auront 80 ans, quoi.
la moitié de la planète sera invivable. On sait déjà depuis 40 ans qu'on se dirige vers ces trajectoires-là. Ça fait déjà 40 ans qu'on sait ça. Donc en Suisse, on est déjà à 2 fois plus de degrés que le reste du monde. Donc comment on peut encore faire confiance à des institutions qui nous mènent, qui continuent de nous mener vers ces trajectoires-là? Rien ne change assez vite. Donc si on n'est pas en crise, c'est peut-être qu'on ne sait pas, ou qu'on ne voit pas, ou qu'on est dans le déni par rapport à ça. J'ai quand même juste envie de souligner ce point. On est quand même dans une situation extrêmement précaire où c'est l'humanité qui est menacée dans juste sa capacité de vivre sur cette planète. D'accord. Si on approche des 21h, dernière question, monsieur. J'ai envie de faire un peu l'avocat du diable, parce que je vous rejoins tout à fait dans ce que vous venez de dire, mais pour moi, par rapport à la thématique de la soirée, je me demande jusqu'à quel niveau ce que vous défendez peut fonctionner avec la démocratie. Pour moi, une dictature pour imposer dans un temps très court un certain nombre de mesures totalement antidémocratiques, en tout cas qui ne seraient pas partagées au départ par l'ensemble de la population. Et donc, pour moi, je rappelle encore l'avocat du diable, est-ce que jusqu'à quel niveau on peut quand même parler de démocratie dans ce genre de cas? Et tout en sachant que je vous rejoins dans les angoisses que vous avez. Je propose que chacun réponde, ce sera le mot de la fin pour tous. Allez, s'il vous plaît. Très personnellement, je pense que justement, si on met le citoyen au cœur du débat, ça crée, pour moi, c'est simplement pas une dictature. Après, maintenant, comment on crée ces institutions? Alors ça, c'est vrai que peut-être une autre question. Est-ce que la manière dont la crise du Covid a été gérée s'apparente davantage à une dictature qu'à une démocratie? C'est une question qu'on peut poser. Moi, c'est parce que j'ai peur d'une dictature que j'ai envie de mettre en place des assemblées citoyennes le plus urgemment possible pour être sûr que tout le monde, y compris et surtout les plus démunis, auront quand même leur chance dans le débat. Monsieur Moser. Alors, pour ma part, je dirais que quand il y a une situation de crise, d'urgence, c'est vrai que la démocratie n'était pas le meilleur moyen pour arriver à des résultats rapides, mais c'est quand même, à mon avis, un mauvais système. Monsieur Moukou. Je rejoins ce que vous avez dit. Pour moi, la question de savoir comment est-ce qu'on peut rendre les choses peut-être plus rapides, on peut avoir un processus très vite, où on prend une décision, on vote une loi, et puis voilà, on a pris 6 mois pour avoir des débats, puis on a voté la loi. Après, il y a quand même tout un autre volet qu'on ne voit pas, mais qui est quand même réel. Moi, j'ai eu l'opportunité de voir, c'est son application. Donc, il faut des gens qui soient disponibles pour l'appliquer, il faut des fonctionnaires. Il y a une organisation au niveau de l'organisation d'une ville pour savoir comment est-ce qu'on applique une loi. Puis, ce sont des éléments qu'il faut aussi garder en tête et qui fait que peut-être, malgré le fait qu'on ait voté une loi de manière assez rapide, son application est beaucoup plus lente et voilà, peut-être les résultats qu'on aurait espérés ne sont pas celles qui vont se réaliser. Donc je dirais qu'il faut aussi se rendre compte que l'application des lois n'est pas une chose aisée et qu'il faut en tenir compte. Jan Kovici il a indiqué que pour atteindre les réductions d'émissions de CO2, ça s'apparenterait à des crises du type 29. Pour vous donner un petit peu une idée de ce vers quoi on se dirige, donc je pense que la réponse elle dépendra de la capacité des politiciens d'écouter ces alertes répétées de la part des climatologues et autres. Et par rapport à cette capacité à entendre et à prendre des mesures extrêmement rapides. Je ne sais pas si c'est extrêmement optimiste comme réponse, j'ai encore une part de moi qui y croit. Mais ça demande énormément de transparence. Merci. Voilà, je crois qu'on arrive au bout. Une dernière question? Non? Voilà, l'avocat Ramon, vous me permettez de vous rendre la parole. M. Wirtz, on vous remercie encore de votre participation active. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir participé à cette table ronde. Bonne soirée à tous.